Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Sea of Stars. La dernière fois, nous sommes donc partis en direction du marais du Champ-Champi. On a également appris le passé de Brugeves et Erlina, donc on a pu voir que Brugeves voulait pas spécialement détruire le monde, ni même voir Zale et Valérie mourir, contrairement à Erlina qui semble n'en avoir absolument rien à faire. Donc ils ont essayé de passer un marché avec leurs acolytes pour faire en sorte que Zale et Valérie les accompagnent, si évidemment Zale et Valérie acceptent, ce que je ne pense pas qu'ils feront. Et donc au marais des Champ-Champi, on a fait la connaissance de Yomara, c'est ça. On a fait la connaissance de Yomara, donc l'une des 3 sœurs, la sorcière du marais. Et voilà. Donc elle a fait une vision. Elle a eu une vision pour Reshan. Et voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Allez, donc dirigeons-nous vers la porte qui était fermée et dont Yomara nous a donné la clé. Et puis voyons ce qu'il se passe. Ok, alors déjà il y a un point de sauvegarde déjà. Oui. Et... ça sauvegarde, généralement, c'est pas bon. Quand on peut sauvegarder avant de changer de zone. Ouh, les amis, nous voici au château maléfique. Il y a un truc ici. Oh, le petit raccourci. Cool. Ok, j'ai bien fait d'y aller. Et donc, let's go les amis, château mécanique. Ok, non, pas de cinématique. Ok, donc les grilles sont fermées. Ça ne bouge pas d'un pouce. Non, effectivement. Eh bien... passons sur le côté alors. Parce que ça ne bouge pas d'un pouce. Je sais pas s'il va y avoir des ennemis sur le Oui, il y a des ennemis. Très bien, quand le jeu te répond. Là, il y a une petite grille. Ok, la petite grille qui... Bon. Évidemment, je pouvais pas... Alors, Reshan, une compétence. Tu vas me faire réflexe survie. Ok. Boule de neige. Et... compétence, donc... ouais. Alors, changer. Pour Seraï, tu vas me faire des orientations sur lui. Voilà, parfait. Nice. Et je suis en forme, dis donc, aujourd'hui. Ah. Bon, tant pis. Ça sera lui en premier. Boule de neige, vas-y. Parfait. Bien, alors. Tu veux juste attaquer, toi? Alors, j'ai du mal avec Reshan. Là, tu vas me faire déluge de venin. Yep, parce que ça fait un moment. Ça faisait tellement longtemps que j'arrivais plus à le faire sur le coup. Les 2 premiers, je les ai ratés. Ok, un 9. Waouh. Et il est spécial le château quand même. Enfin, c'est un château mécanique, vous me direz. Effectivement. Alors là, il y a un coffre qu'on va aller récupérer. Oh, wow. Ok, je m'y attendais pas. Prototype de roue dentée. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Oui, c'est là. Ok, d'accord. Tix a peut-être une histoire à ce sujet. Ah, c'est pour Tix, ok. Très bien.
Allez, nous faisons le tour. Voilà. Hop, on va les éviter puisque eux ils sont faciles à éviter. Ah, ça c'est bien quand les ennemis sont faciles à éviter. Oula, on peut se reposer et on peut sauvegarder. C'est comment dire, ça fait peur. Vous savez quoi les amis, d'ailleurs on va monter le camp. Oui, non mais on va monter le camp et on va essayer de parler à Tix parce que je vous avais lu des histoires, sauf qu'en fait je l'ai enlevé de la vidéo parce que sinon la vidéo durait trop longtemps. Alors je vais peut-être faire pareil aujourd'hui, mais... Ah, vous avez trouvé un nouvel artefact, voyons ça. Donc du coup je vais vous les relire comme ça. Nouvelle histoire déverrouillée, le château mécanique. Et vous voulez entendre une histoire? Oui. Ah, oh par contre je me souviens plus c'était quoi. Je crois que c'était la rose vampire. Et les nomades des mers. Il était une fois un botaniste qui tenta de tromper la mort en faisant pousser une rose si belle qu'elle ne supporterait pas de la faucher. Sur le charme, la mort se retrouva bien confuse alors qu'elle appréciait la beauté de la vie pour la toute première fois. Que son acte fut motivé par une rage jalouse ou une ruse opportuniste, personne ne le sait vraiment. Usant d'une magie maléfique, elle transforma la fleur en quelque chose d'encore plus beau, mais de très maudit aussi. La rose vampire. Une chose d'une beauté envoûtante, obligeant tous ceux qui posaient le regard sur elle à prendre part de leur plein gré à leur propre corruption. D'après les rumeurs, la rose magique aurait atteint les 4 coins du monde avec une promesse simple. Une promesse à laquelle peu pouvaient résister, la vie éternelle à condition de pouvoir la prendre. Malgré l'euphorie provoquée dès le premier contact, le prix devenait évident beaucoup trop vite. Pour chaque seconde avec la rose vampire en main, une année était ajoutée à votre espérance de vie. Mais pour chaque année ainsi empruntée, une épine poussait sur un de vos os. Des histoires racontent que, parmi tous ceux qui touchèrent la rose vampire, la plupart réalisèrent leur erreur instantanément. Après avoir rallongé leur vie d'une seule année, ils la lâchèrent et vécurent avec un souvenir très douloureux se manifestant à chacun de leurs mouvements. D'autres, en revanche, furent incapables de s'arrêter et finirent par ne plus ressembler vraiment à des humains, ni même à des êtres vivants. Si l'on ne sait pas avec certitude si la rose vampire existe toujours, tout le monde s'accorde sur une chose. Au final, la mort aura toujours le dernier mot face à ceux suffisamment stupides pour essayer de la tromper. Fin. Ok. Donc oui. Et donc les nomades des mers. C'était comme un rêve. Personne ne crut au premier abord que leur voyage apparemment éternel s'achevait enfin. Pourquoi eux? Et avec l'oracle des marées actuel si jeune, qui pourrait confirmer leur découverte depuis si longtemps attendue? Mais au fond de leur cœur, ils savaient. Devant eux, apparaissant de façon encore plus éclatante que dans leur vision, se dressait la tour d'en dessus de l'eau. Et c'est ainsi que les nomades des mers, qui avaient traversé des plaines abyssales depuis des temps immémoriaux, s'installèrent enfin. Ayant atteint leur terre promise, ils se mirent à bâtir aux abords de la tour. Dans le village des Dokari, des générations s'écoulèrent, chacune suivant les conseils de leur oracle des marées. Depuis ce jour, ils sont les gardiens d'en dessus de l'eau, attendant ceux dont le destin était d'ouvrir sa porte. Dans cette nouvelle ère, les souvenirs de leur vie nomade, notamment les exploits de grands explorateurs et redoutables guerriers, sont rapportés dans des contes classiques. Le plus populaire, et de loin, est le Guyot de la bataille fatidique, une histoire avec tant de versions qu'elle pourrait très bien n'être qu'un mythe. Les historiens firent de leur mieux pour réunir des indices provenant des diverses versions de la bataille, certains consacrant même leur vie à ce sujet. Il est généralement admis que les Dokari ont failli disparaître parce qu'ils traversèrent le territoire d'une limace de mer gigantesque. Ce qui se passa ensuite fait beaucoup débat, selon l'interprétation que l'on fait des passages principaux et la crédibilité que l'on prête à certaines sources. Certains affirment que le Guyot de la bataille fatidique n'a jamais eu lieu, reléguant cette histoire à une invasion pour effrayer les potentiels pillards d'un ancien trésor Dokari. Mais cette théorie semble exagérée, vu que l'incapacité de tels pillards à respirer sous l'eau suffirait à les en dissuader. Certains historiens prétendent que la limace de mer géante fut vaincue lors du barou d'honneur des Dokari sur un plateau sous-marin, ce qui aurait donné son titre à cette histoire. Pour d'autres, les textes à propos des ruines englouties sont simplement trop concordants pour être ignorés. D'après cette version des événements, les nomades enfermèrent le monstre quand ils comprirent qu'ils n'arriveraient pas à le battre.
La clé fut ensuite divisée en 3 parts égales, chacune attendant quelque part dans le Grand Bleu de futurs héros assez courageux pour débarrasser le monde de cette menace. Fin. Ok, et donc les 2 nouvelles qu'on a, les 2 alchimistes. Wow. Il y a de cela plusieurs millénaires, 2 puissants alchimistes du nom de Reshan et Ephorul entreprirent de créer l'élixir de vie et réussirent. Comme toute chose en alchimie à un prix, le don d'immortalité causa le pourrissement de leur corps, les obligeant à cacher leur laideur sous des robes colorées. Savourant dans un premier temps les avantages de leur enveloppe immortelle, ils passèrent des siècles à encourager le monde et à créer des merveilles pour inspirer ces mortels. Toutefois, avec le temps, Ephorul devint de plus en plus jaloux de la fugacité dont il ne pourrait plus jamais profiter. C'est ainsi que commença son voyage malfaisant dans les écoles interdites de l'alchimie. Un voyage durant lequel il verrait chaque once de bonté dans son cœur se dissiper au fil de ses expériences sur l'âme, les os, la chair et le sang. Le sort a voulu qu'Ephorul se donnât entièrement au mal et devint le Flèche-Manceur, un immortel vengeur tourmentant le monde avec ses créations monstrueuses. Reshan tenta d'intervenir du mieux qu'il put, mais tout ceci n'eut pour conséquence qu'un chaos indicible et des dégâts collatéraux, à l'image de 2 anciens amis se battant avec des pouvoirs divins. Après beaucoup d'efforts, Reshan finit par découvrir que les seuls points faibles des spires de chair étaient la magie solaire et lunaire, un pouvoir conféré à ce né durant un solstice. Il commença à entraîner ses enfants à devenir des guerriers du solstice, dont la mission singulière serait d'anéantir les créations du Flèche-Manceur. Mais les connaissances d'Ephorul avaient elles aussi progressé. Finalement, il devint capable de créer des entités au potentiel illimité, connues sous le nom d'Hôtes. Il résistait à toute forme de magie, sauf durant une éclipse totale, où les guerriers du solstice avaient une fenêtre d'action très courte pour tenter de les éliminer. Et il s'avéra que les Hôtes étaient des créatures en développement, se nourrissant de la vie locale. Livrés à eux-mêmes pendant trop longtemps, ils se transformeraient en dévoreurs de monde, amenant le monde à sa perte. Forts de leur connaissance et de leur pouvoir, les guerriers du solstice patrouillaient le monde, à la recherche des Hôtes pour déterminer celui à abattre lors de la prochaine éclipse. S'ils restaient vigilants, aucun ne deviendrait un dévoreur de monde. Mais Reshan savait qu'un tel statu quo ne ferait qu'inciter Ephorul à imaginer quelque chose de pire encore. Dans une tentative désespérée de prendre l'avantage, Reshan prit le risque d'exécuter un acte alchimique de transmutation sur le continuum espace-temps lui-même. Après avoir réussi à diviser la réalité en d'innombrables lignes temporelles et mondes parallèles, il rangea sa fiole d'alchimie et endossa le rôle d'archiviste. Dans un voyage sans fin à travers toutes les réalités, il répertoriait toutes les issues possibles dans le but de trouver une solution aux affres du Flèche-Manceur. Pendant ce temps, Ephorul se délectait de la quantité infinie d'opportunités de destruction qui s'offraient à lui. Pour garantir une certaine paix dans leur conflit, les alchimistes convinrent de laisser le destin de chaque ligne temporelle suivre librement son cours. Et c'est ainsi que le jeu du chat et de la souris commença entre les Hôtes et les guerriers du solstice d'un côté et Reshan et Ephorul de l'autre. À travers une myriade de lignes temporelles et d'innombrables siècles, certains mondes ne seraient jamais visités par Ephorul, tandis que d'autres seraient maudits par sa marque. Une fois marqués, ce n'était plus qu'une question de temps avant la fin de ce monde, la plupart du temps au terme de siècles de lutte. Chacun serait détruit par un dévoreur de monde ou définitivement sauvé par l'ascension de 2 guerriers du solstice en dieu gardien. Quant à savoir quand Reshan a prévu de recomposer les lignes temporelles, ou même s'il sait comment y parvenir, tout cela reste à voir. Enfin, ok, c'est intéressant en vrai ce qu'on vient d'apprendre là sur Ephorul et Reshan. Et la dernière donc, le château mécanique. Quand Ephorul arriva pour la première fois dans notre royaume, il était accompagné d'un groupe de petits génies. Si l'on en croit les histoires, Kael et ses amis avaient conclu un marché avec lui pour libérer leur peuple. Dans la nouvelle base d'opération du Flèche-Manceur, ils travailleraient dur pour créer des machines aux obscurs desseins dans des royaumes inconnus. Mais il fallait d'abord construire cette base. Ainsi, Ephorul, comme toujours, partit en quête du meilleur collaborateur qu'il pourrait trouver. Il avait besoin de quelqu'un de moralement neutre car il désirait un exécutant et non un rival. En guise de repère, il surpasserait Reshan en construisant un château qui contrôlerait le temps lui-même. L'horlogère était la candidate idéale. Elle ne s'intéressait qu'à son art et les machinations d'Ephorul lui importaient guère. Elle ne demandait en échange que d'avoir un atelier à elle où elle pourrait vaquer à ses occupations. Le marché fut conclu et ensemble, ils conçurent le château mécanique. L'horlogère commença à dessiner des plans. Les enfants lancèrent la production tandis qu'elle s'occupa en personne des parties les plus complexes. Pendant ce temps,
Eforul enchanta d'innombrables roues dentées et briques pour leur conférer une aura de magie que personne ne pouvait comprendre. La construction était presque achevée quand Kael et son équipe passèrent à l'action. Une nuit, ils inversèrent exactement les bonnes roues pour qu'une fois le mouvement perpétuel du château activé, sa fonction de base tourne mal. Leur seul objectif était de contrecarrer les projets du flèche-lanceur et, sur ce point-là, leur succès fut retentissant. Du sabotage il en résulta que le temps s'immobilisa au sein du château mécanique, ou plutôt au sein de ses habitants. Et leur ruse avait si bien marché qu'Eforul ne sut même pas qu'il l'avait fait exprès. Ce n'était pas ainsi qu'il allait impressionner Rishan, mais au moins il pouvait profiter des avantages d'un atelier qui fonctionnait éternellement. En guise de touche finale, il s'assura que tout mortel quittant le château mécanique se verrait vieillir instantanément pour attraper le temps exact passé à l'intérieur. Une fois terminé, Eforul enferma tout le monde à l'intérieur pendant un siècle, ayant ainsi la garantie que leur logère et les enfants ne partiraient jamais, au risque de mourir immédiatement de vieillesse. L'horlogère en fit peu de cas, profitant de cette opportunité pour se concentrer sur son art pour l'éternité. Mais dans cette prison temporelle, Kael et ses amis travaillaient jour et nuit. Fiers d'avoir pris la bonne décision, la situation semble leur convenir. Peut-être du fait de rester des enfants pour toujours. Dès le premier jour, ils s'exécutaient, tout en provoquant juste la bonne quantité de panne pour donner aux flèche-lanceurs des maux de tête sans éveiller les soupçons. On ne peut exprimer que de la gratitude quand on imagine toutes les souffrances qui ont été retardées, voire évitées, grâce à leur ruse en faisant perdre du temps à Eforul. Enfin, ok, donc il y a des enfants qui... Ok, d'accord, très bien. Bon, ben intéressant. Et donc, en fait, l'histoire qu'il nous a lue, sur le fait que Zale et Valérie perdaient contre l'autre du conflit, c'était donc en fait une histoire parallèle, en quelque sorte. Ok, d'accord. C'est intéressant. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que dans cette histoire, il n'est pas intervenu, mais que dans celle-ci, oui. Parce qu'en fait, il y était une histoire parallèle. Très bien. Ok, alors. Donc là, nous avons le château, là, nous avons la grille. J'imagine qu'on peut pas entrer au château. Ah si, peut-être. Le château mécanique. Là, du conflit est quelque part par là-dedans. Vous. Nous avons juré de vous empêcher d'entrer dans le quartier général des acolytes. Et qu'en est-il de votre serment de guerrier du solstice? Ce serment nous a été imposé. Valérie, s'il te plaît, écoute-moi. Laissez-nous passer maintenant. Tiens-t'en au plan, Brugaves. L'autre leur fera entendre raison. Il faut juste qu'on gagne du temps. S'il te plaît, Zale, rends-toi. Tu peux toujours courir. Alors ce n'est pas par plaisir, mais nous devons assurer que les acolytes finissent le rituel de réveil. Et c'est toujours... Allez. Je crois qu'on devrait passer notre tour. Allez, c'est l'heure de régler nos comptes, les amis. Compétences, non, combo plutôt, seul rang. Ah. Le combat contre Erlina et Brugaves, les amis. Alors, est-ce que ce sera le combat final contre eux deux ou est-ce qu'on va encore les affronter, je ne sais pas. Ou on les affrontera encore, je n'en ai aucune idée. Ça fait bizarre de les affronter alors qu'on s'est battu avec eux il y a quelques épisodes de ça quand même. La musique est incroyable au passage. Bon, par contre, forcément, vu que ce sont des guerriers du solstice, ils ne sont pas vulnérables à la magie du solstice. Ah, super. Toi. Oh, bon, je me doutais, ça doit être Valérie. Nunchaku. Ah, il m'a pas eu. Ah, elle, c'était ça, ok, d'accord. Pyramide torride.
Et ça va. Alors non, combo. Frappe du solstice. Et donc, Sol Chaku, ok, très bien. Eh, ça fait super mal leur truc, hein. Il va peut-être falloir que je les soigne quand même. Ah, en même temps, je me doute qu'on peut pas gagner contre eux, mais quoique, pourquoi pas, après tout, en fait. Pourquoi ne pourrait-on pas gagner? Pluie curative. Oh, en plus, il se soigne. Ça, c'est pas cool, par contre. Objet. Ah, j'ai rien pour... Vas-y, fais ton truc. Ouah, Valérie... Récupère des PV, s'il te plaît. Voilà, merci. Allez, Pyramitoril, vas-y. C'est très mal. Allez, vas-y, soigne-toi, toi aussi. Voilà, merci. Non. Compétence, non, combo. Frappe du sol... quoique, non, je vais garder pour... Je vais garder les combos pour qu'ils puissent se soigner, à un moment donné. Par contre, j'aime toujours autant les armes d'Erlina. Franchement, les armes d'Erlina sont juste incroyables. Des espèces de petites pyramides, là. Pas beaucoup de dégâts, quand même. Yes. Alors, attendez. Combo... Non, non, compétence, je vais y arriver. Non, combo, oui. Ah, lumière salvatrice, c'est les 3 maintenant? D'où? Depuis quand? Depuis quand c'est les 3? Par contre, là, j'ai un problème. C'est que... Eh ben... Oui, je vais pas pouvoir l'éviter. Ben, il y a que... Franchement, vous pourriez... Pourquoi ils ont décidé de nous laisser tranquilles? J'ai besoin de vous, les copains. Aïe. Objet parfait. Ah oui, parce que les parfaits, ça permet de... Voilà. Alors ça, c'est trop bien, par contre. Compétence, une rang. Ok. Alors. Tant pis. J'aurais aimé pouvoir l'éviter, mais c'est pas grave. Demain, je n'y arrive pas. Ok, parfait. Je vais pouvoir utiliser donc combo lumière salvatrice. Voilà. Ouf. Oh. C'est pas juste. C'est pas juste s'ils se soignent. Je sais même pas si en fait on peut vraiment gagner contre eux en fait. J'en ai aucune idée. Si à un moment donné, genre ça va faire, on va perdre. Parce qu'on leur fait vraiment pas de dégâts quand même, hein. Je préfère le dire, mais... Allez, fais ton Nunchaku. Là.
Ok. Ah, c'est pas facile. Ils sont vraiment pas faciles. Quoique non, je vais garder mes compétences. En plus, j'ai plus d'ultime, du coup, vu qu'ils ont pas d'ultime, j'en ai pas, quoi, c'est nul. Évidemment, elle, c'est... Attendez, combo. Ouais, nice. Je vais peut-être pouvoir l'empêcher de faire son combo. Si je perds pas Zale. Nice. J'ai réussi les amis. Pour une fois. Ok. Par contre, objet. On va lui donner un petit... Ah, merci. Waouh. Zelle. Merci. Oh. Mais ils vont jamais mourir. Enfin, je sais pas s'ils vont mourir un jour, mais ils vont jamais perdre à ce rythme. C'est quoi ce combat qui dure 100 ans là? Sérieux? Ah ah! Les copains ils dénouent. Aïe. Ah, les pyramides. Ça devient compliqué. Ah bah attends, des compétences lumière curative, vas-y. Soigne-toi, même s'ils se soignent pas beaucoup, Zale. Enfin, ils se soignent pas beaucoup, Zale. Ok, allez, combo. Donc lumière salvatrice. Nous aussi on peut se soigner. J'en peux plus. Je pensais que ça allait être un combat rapide, moi. Enfin, en mode... bon, voilà, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Et je pense qu'en fait, non. Je sais pas si un jour on va les... Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Détends. Oui! Ça devrait suffire. Vous pouvez toujours nous rejoindre si... Allez voir ailleurs, jamais de la vie. Allons-y, Brughaves. Ok, bah l'autre du conflit l'attendra. L'autre du conflit attendra parce que du coup je sais pas quoi faire parce que là... Tout tenter solide. Ah, ça c'est pour Garl, je crois. Oui, c'est pour Garl. Je sais pas quoi faire parce qu'en fait j'ai peur qu'en rentrant dans le salon sur un truc qui va être interminable. Ah! Oh! Ok, c'est bon, ça s'est ouvert. Très bien, parfait, nice. Ouais, je me dis ça va être interminable si je rentre dans le château. Et bon, on récupère des trucs. Wow, tout ce qu'on peut... Je crois qu'on va pouvoir cuisiner, les amis. Je pense qu'il va y avoir un coin pour cuisiner et pour se reposer. Mettez-moi tout ça. C'est quoi tout ça? Je crois qu'on va affronter le du conflit, les amis.
la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, non, mais... Oh, il y a plusieurs endroits, j'ai l'impression. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que c'est rué? C'est quoi ce machin? Ok. Pas tout compris, mais très bien. Pourquoi elle fait un... Pourquoi c'est un coucou là? Pourquoi on a un coucou? Bon, j'avoue, par contre, je m'attendais vraiment pas à affronter Hermina et Brigaz maintenant. Oups. Voilà, un qui est mort. Un autre qui est mort. Voilà, c'est un peu obligatoire. On dirait que la porte, on peut pas l'ouvrir encore. Ok. Bon, les amis, vous savez quoi, je vais pas trop m'avancer. Je préfère ne pas, vraiment pas aller trop loin. On aura au moins battu ces mobs, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là, on va se reposer, et puis on va s'arrêter là, surtout. Bien, donc on ira visiter le château mécanique la prochaine fois, et peut-être qu'il s'est affronté l'autre du conflit, je ne sais pas, on verra. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!